Dans cet épisode, nous allons jeter un coup d'œil au showdown du Scoreshed Earth Open, opposant Chaos Knight contre le Codex Empirto. Pour commencer, nous sommes avec la maisonnée Vextrix entièrement composée de War Dog. Nous commençons avec 2 unités de 2 brigands en stubber, puis 2 unités de 2 exécutionneurs, dont l'un a la relique Helm of Warpsight. Ils sont tous équipés de stubber aussi. Ensuite, nous avons une unité de 3 carnivores, dont l'un avec la faveur de corne Blue Shield, ainsi que la relique Heretic Power Core. On finit tout simplement avec une unité de 2 Stalkers, dont un personnage avec la relique Helm of Dog, et la faveur de Slaanesh Beguiling Majesty. Ce sera bien entendu le seigneur de guerre de l'armée. Maintenant, passons à la liste taux. Pour cette liste, nous sommes en 7 Borkan. Pour les QG, nous commençons avec un Commander Colstar avec le trait Precision of the Hunter, la relique Onager Gauntlet. Il est équipé du prototype lance-flamme Thermonutronic Projector, d'un Fusion Blaster, d'un Eye of Put Burst Cannon et d'un Shield Generator. En second choix, nous avons un éthéré avec les invocations Sense of Stone et Wisdom of the Guide. Pour ce qui est du trait, nous avons Exemplar of the Monka et pour la relique, The Humble Staff. Le tout avec 2 drones marqueurs et un overdrone. Ce sera le seigneur de guerre de l'armée. Du côté des troupes, nous avons 2 unités de Dikrut et une unité de D-Breacher. En élite, une grosse unité de 5 Crisis avec 4 marqueurs drones et 6 shield drones. Ils sont tous équipés de 5 burst cannon, Cyclic Ion Blaster, Plasma Rifle et Shield Generator. L'un des chassuis possède l'Iridium. Quant au Chavre, il aura le prototype Steam Injectors. En second choix, nous avons une unité de Firesight Marksman avec ses 3 drones sniper. Il a le trait Exemplar of the Koyon et la relique Ortus Lantern. Pour les attaques rapides, nous commençons avec 3 unités de 4 Croot Hand, ainsi qu'une unité de 2 Tetra, et pour finir, 2 unités de 5 Vespid. Enfin, en soutien, nous avons une unité de 3 Broadside avec un Shield Drone. Ils sont bien sûr équipés de leur Heavy Rail Rifle, d'un Multitracker et des Twin Smart Missile System. Enfin, un Hammerhead et un Skyray avec ses 2 accélérateurs Burst Cannon. Chevalier contre Tau, cette vieille rengaine. Du côté des Chevaliers du Chaos, nous avons des War Dogs avec un éventail solide d'options de tir et de mêlée. Il y a les carnivores pour la vitesse et le punch, des brigands et des exécutionneurs équipés de quelques matériaux spécifiques de soutien pour améliorer le tir. En effet, se préparer à une guerre de tir semble être la logique directrice ici, puisque le trait et le stratagème de la maison Vextrix, ainsi que le Helm Warpsight, sont choisis pour fournir des relances de multiples façons, d'ignorer des modificateurs de touche au tir comme en mêlée. Ainsi, les canons du chaos auront leur mot à dire et, espérons-le, pourront contourner les astuces défensives adverses. Il y a aussi un joli combo de mêlée via les carnivores ou l'ignore invulnérable du Bloody Shield qui se combine parfaitement avec la relique Vextrix Heretic Power Core pour produire un War Dog de l'enfer qui se déplace outrageusement vite et frappe extrêmement fort. Malheureusement pour les War Dogs, il n'y a pas une seule relique dans ce jeu qui puisse empêcher un adversaire de se tenir à distance pour bondir, tirer et reculer. Aussi percutant que soit le mur de War Dog, les taux arrivent avec un sérieux bagage. La force -1 sur les armes à distance n'est pas d'une importance capitale ici, bien que cela rende certainement les broadside plus durables et réduise l'efficacité des Avengers Chain Cannon. Mais la portée supplémentaire est précieuse, donnant au taux la capacité de s'éloigner à une distance plus sûre dans les premiers échanges. Les chiens croûtes peuvent aller de l'avant pour bloquer des passages, faisant gagner du temps aux gros canons taux, ce qui est une valeur plutôt remarquable vu leur coût. Experimental Weaponry est une option dévastatrice, car entre le stratagème et le Hammerhead, les taux peuvent avoir plusieurs sources de dégâts ignorant les invulnérables. Les joueurs de chevaliers savent que la perte de plusieurs War Dogs, voire Meager chez les Ika, dans les premiers tours peut être désastreux, enlevant tout potentiel de score. La partie s'est jouée sur le scénario Tide of Conviction. Cela rend également service aux taux en offrant un énorme swing de fin de partie sur le primaire. Ils peuvent très facilement céder le milieu du champ de bataille et même leurs propres objectifs pendant un tour, peut-être 2, en détruisant les chevaliers, sachant qu'ils pourront se rattraper sur les 3 derniers tours. Brigand Dawn donne également aux taux au moins une réponse à la question d'où viennent mes points de secondaire. Il n'est pas impossible que les forces du chaos se ruent vers l'avant, encaissant un coup et immobilisant suffisamment l'ennemi pour l'emporter, mais c'est un match qui ressemble à une bataille difficile pour les maisons infernales. Victoire taux 97-52. Borkan était un choix populaire au cours des premiers mois de la sortie du Codex Tau, car il mettait l'accent sur le fait de perturber les calculs de tir de l'ennemi et d'ajouter de la portée aux armes, très utile pour les armes à courte portée des Crisis, comme le Cyclic Ion Blaster à titre d'exemple. Nous pouvons voir cela à l'œuvre dans cet excellent exemple de liste, où le trait Borkan monte la portée des armes des Crisis à 22 pouces, leur permettant de garder une certaine distance avec leur cible pour profiter le plus possible de Strike and Fade. La réduction de -1 à la force, pour les armes de force 7 ou moins, des armes à distance adverse est un excellent moyen de dissuasion contre les menaces méta à venir comme les mortiers ou les divers fusils laser de l'Astra Militarum, ce qui garantit que toute artillerie qui n'est pas équipée d'Ursula Creed aura du mal à infliger des blessures à cette liste. Les Crisis, Broadside et Hammerhead sont d'excellents outils pour répondre à diverses menaces de la méta. Mais la liste possède également des
des outils de mission et de protection avec de nombreux croutons, et V-Speed, d'ailleurs excellent pour frapper des objectifs mal défendus, et bien plus dangereux avec leur PA-2 maintenant que l'armure du mépris a quitté ce monde. Avec un éthéré qui fournit des buffs défensifs aux précieuses Crisis via Sense of Stone, et un commandant équipé pour affronter la mêlée, prêt à surprendre quiconque arrive jusqu'au Linkto. Cette liste est vraiment démonstrative de la largeur et de la profondeur des options d'unité, et d'outils disponibles dans l'un des codex les plus durables de la 9e édition. C'est génial de voir Borkan arriver dans un top. Cela nous change des éternels Farsight ou Seto. Bravo pour cette première place. À la seconde place, nous avons la première apparition du codex World Eater. En plus d'une première apparition dans un tournoi, nous avons aussi une première apparition dans une de mes vidéos top list des World Eater. En QG, nous commençons avec un Lord Invocatus, puis un Prince Démon ailé avec la relique Helm of Brazen Ear, et en troisième choix, un Master of Execution. Du côté des troupes, nous avons 3 unités de Dijakal équipées d'un Skullmasher, ainsi qu'une unité de 6 Berserkers équipée d'un Eviscerator. Pour ce qui est des élites, on commence avec 2 unités de 5 Hideband équipées de 8 Eviscerators. Pour ce qui est du champion, nous avons un Heavy Shinglaive. Nous continuons avec 3 unités de 3 Exalted Hideband équipées de leur Eviscerator aussi, ainsi que le Shenfist sur le champion. Pour les attaques rapides, nous avons 3 unités d'un Chaos Spawn. Enfin, en seigneur de bataille, il sera aussi le seigneur de guerre de l'armée, nous avons Angron lui-même. L'une des principales questions que se posent les joueurs de World Eater à l'aube d'une nouvelle ère est de savoir s'ils doivent ou non emmener leur merveilleux Primarch. Il y a certainement un coût à cela, en particulier la perte de capacité d'avant-bataille, comme le trait du Lord Invocatus. Cependant, pour seulement 360 points, Angron offre beaucoup, et c'est ce que cette construction cherche à exploiter. Le cœur de la liste s'appuie sur l'efficacité violente des Hideband et de leur version exaltée pour couvrir le champ de bataille. Il y a beaucoup de Jackal et de Chaos Spawn pour faire couler les points de dîme de sang, et l'armée entière commence la partie à pied, sans un seul rhino. Comment va-t-elle gagner? Je pense que c'est là qu'Angron entre en jeu. Une machine à tuer volante qui peut revenir d'entre les morts constamment via Reborn in Blood. La véritable force d'Angron est la pression ennemie qu'il absorbe. Vous pouvez le lancer en avant dans la mêlée dès le début, en sachant que s'il rencontre une fin difficile, vous pouvez le ranimer. Et l'ennemi se retrouve ainsi pris entre deux feux. Ignorer ou estropier le personnage et se concentrer sur l'essaim d'infanterie démoniaque, ce qui laisse libre de faire des ravages. Ou consacrer des ressources à sa destruction pour avoir à s'en occuper à nouveau lors des tours suivants. L'aura empêchant de battre en retraite de Righteous Slaughter peut causer des ravages dans une méta de tir, permettant à un grand nez à son armée de parcourir le champ de bataille en épinglant des unités ennemies, pour les détruire durant le tour de l'adversaire et en passant à la cible suivante. Cela donne une liste très percutante et intimidante, qui s'appuie sur la tradition du chaos de la 9e édition, qui consiste à lancer un petit jeu de plus de 300 points que l'adversaire doit résoudre au fur et à mesure que la pression augmente. Super de voir une liste avec Angron atteindre la seconde place. À la troisième place, nous avons le codex Aeldari. Pour cette liste, nous sommes en Inari. Nous commençons avec les No-Slots avec une unité de 3 Warlocks Skyrunner, ayant en pouvoir psychique Protect Jinx et Quicken Restrain. En QG, nous avons un Farseer Skyrunner avec les pouvoirs Storm of Whisper et Crushing Orb. Pour ce qui est de la relique, ma préférée, ce sera la Sunstorm. Ensuite, nous avons une Shadowseer équipée d'un Neurodisruptor, et pour ce qui est de ses pouvoirs, nous avons Fog of Dream et Mirror of Mind. Enfin, pour finir avec cette catégorie, nous avons Linkarn qui sera bien entendu le seigneur de guerre de l'armée. Du côté des troupes, très simple, unité de 5 Kabbalites et une unité de 5 Rangers équipés du Wire Weavenet. Du côté des élites, une unité de 5 Dire Avenger, puis une unité de 5 Calling Banshee avec la Mirror Sword. Pour ce qui est du pouvoir d'Exarch, nous avons le Piercing Strike ainsi que la relique Crown Scream. Nous avons ensuite une unité de 5 Shadow Spectre. Pour ce qui est des attaques rapides, nous avons une unité de 3 River avec la drogue de combat Ipex, puis une unité de 3 Shining Spear avec le Parangon Sabre, le Shimmer Shield, en pouvoir d'Exarch Earth Strike et en relique la Kane's Lance. Ensuite, nous avons une unité de 3 Shroud Runner. Du côté des soutiens, nous avons 2 unités de 3 Support Weapons équipées du D-Cannon. Et pour continuer, nous avons un détachement patrouille Harlequin en Dark, avec en QG un Troopmaster équipé d'un Kiss et pistolet à fusion. Il a le trait de seigneur de guerre Foot in the Future et la relique Ségorach Rose, avec le rôle pivot Queen of Shard. Du côté des troupes, nous avons une unité de 5 joueurs Harlequins avec leur équipement de base, et en élite un Dejester avec le rôle pivot Harvester of Torment et le trait faveur de Ségorach. Cette construction Inari met en lumière quelques tendances actuelles au sein de la communauté compétitive à Aeldari. Les décanons continuent d'offrir une solution contre les véhicules, nus par une gamme d'infanterie et de motards MSU pour fournir des moments pour déclencher la téléportation de Linkarn. Un Shadowseer, un Farseer et Linkarn offrent de multiples possibilités pour infliger des blessures mortelles et ouvrir le score via les secondaires psychiques. Les Reavers poursuivent leur excellent début de saison en tant qu'unité sacrifiable pour marquer des points sur derrière les lignes ennemies au premier tour, avec la possibilité supplémentaire de téléporter
potentiellement Linkard si l'adversaire détruit durant son tour les Reavers. Cette version choisit également d'utiliser ses Arlequins dans une patrouille séparée plutôt que comme Inari. Cela permet au Digester d'être de la partie et permet d'équiper pleinement un Troopmaster meurtrier. Le choix du Darkseid Ace ouvre l'accès au stratagème Silken Knife, mais je pense que ce sont les personnages qui en valent vraiment la peine. Il est extrêmement difficile de regarder au-delà d'un petit détachement en ce moment, et cette liste les met au travail dans une liste Hero Hammer très convaincante, qui est absolument débordante d'unités d'échange. Enfin, à la 4e place, nous avons le Codex Orc. Pour cette liste, nous sommes en Goff. En QG, nous commençons avec le boss Zaxtruc, ensuite nous avons un Warboss en méga armure, qui sera le seigneur de guerre de l'armée, et il aura la relique Super Cyborg Body. En 3e choix, nous avons un Warboss en Warbike, donc sur moto, avec le trait Brutal but Cunning, et la relique d'Aquila Claw, un choix très classique dans les listes orc. Du côté des troupes, on a 2 unités de D-Boys et 3 unités de D-Gretchin. En élite, 2 unités de D-Commando, avec une bombe Squig et un Breach Ram, et la Power Claw sur les Nobs. Enfin, nous avons 3 unités de 7 Nobs avec 5 Power Claw et 2 gros qui coupent. Du côté des attaques rapides, nous avons 3 unités de Storm Boys. Il y a 2 unités de 10 et une unité de 6. Enfin, pour finir en soutien, nous avons 3 Battle Wagons, tous équipés d'une Hard Case ainsi que d'un Death Rolla. Une liste de pression orc. Cette construction choisit de laisser les killrigs à la maison en faveur de Battle Wagon bon marché. Avec une endurance 8, 16 points de vie et le Ramshackle, ils ne seront pas faciles à abattre. D'ailleurs, de mémoire, durant le LVO, Sean Hayden en jouait 2. La récente stratégie d'utiliser un ou plusieurs transports pour échelonner leur livraison via Ramming Speed fonctionne tout aussi bien sur ces derniers dans les matchs où ils ne sont pas certains de pouvoir commencer sur la table. Vous perdez en flexibilité par rapport au killrig car la liste n'a pas d'unité psychique ou de soutien en phase de tir, mais vous gagnez un tas de points supplémentaires à investir dans des unités d'orc. Les grosses unités de Storm Boys, de Commando et de Nobs, qui occupent probablement les Battle Wagons, peuvent appliquer une pression insupportable et lancer un énorme volume d'attaque, dans le plus pur style Dark of Omen. Ce n'est absolument pas une liste que vous voulez affronter en tant que second joueur. Zaxtruc fait une apparition utilisant son pack de roquettes pour voler vers l'avant en compagnie des Storm Boys et semer la pagaille. Bravo pour avoir amené cette liste à la 4e place. 5e place, nous retrouvons Ali Wang avec ses Chaos Knight, donc que nous avons vu dans le Showdown, et en 6e place, nous avons Kyle Perry avec son culte Genestealer en Twisted Helix.